On se retrouve pour le tout dernier numéro de votre magazine CML. Chez vous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Merci encore de la confiance que vous ne cessez de réitérer à votre chaîne de l'excellence, CML 13 Télévision, ainsi que à ce magazine CML chez vous. Alors c'est parti pour 45 minutes d'échange, messieurs, dames. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous en ce jour le secrétaire général du parti politique écolo, monsieur Jacob Mbangi. Avec lui, 3 thématiques retenues. Nous allons entre autres analyser d'abord la vision de ce parti, du dit parti écolo. Récemment, il y a eu une formation qui a été organisée, une formation de membres, de cadres. Enfin, pourrions-nous dire que écolo, c'est un parti politique qui vient avec une nouvelle vision. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a beaucoup de partis qui poussent en RDC comme de champignons. Mais quelle différence écolo va faire avec cet autre parti politique? En second lieu, messieurs, dames, nous allons parler de la guerre de prédation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Où se situe réellement le problème? Est-ce que la RDC ne veut juste pas assumer sa vraie position face à l'adversaire ou encore à la population congolaise? Récemment, il y a eu clôture de la formation de la 4e promotion de l'école des guerres de Kinshasa. À cette occasion, la première ministre Judith Suminwa parlait une fois encore d'une montée en puissance de FARDC. Est-ce que ceci va finalement rassurer? Est-ce que le problème et la solution au problème est finalement trouvée? Nous allons finir avec le social de Congolais. Et oui, on en parle encore. Est-ce que les richesses nationales sont très mal réparties avec des institutions budgétivores? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même avec ces seconds mandats du chef de l'État, le social peine encore à décoller? Messieurs, dames, vous l'avez compris, c'est donc le sujet qui fera l'objet de nos échanges, les dits de l'entame de cette émission. C'est avec monsieur Jacob Mbangi que nous allons échanger durant 45 minutes. Monsieur Jacob, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci pour l'invitation. J'aimerais préciser une chose, ce n'est pas M. Jacob Mbangi, c'est Maître Jacob Mbangi. Merci beaucoup pour cette précision. Bon, vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de Maître Jacob Mbangi. Certes, on va dire qu'il est aussi un tout petit peu reçu ici sur ces plateaux comme politique, mais aussi comme avocat, vu que nous allons parler de sujets, des questions ayant trait aux lois également. Alors, je rappelle qu'il est secrétaire général du parti politique écolo de M. Chris Mukendi, au moins M. Chris Mukendi et non Maître Chris Mukendi. Ouais, M. Chris Mukendi, ça passe. Je salue le président national Chris Mukendi là où il se trouve. Merci pour l'invitation. Je salue tous les Congolais qui vont suivre cette émission, ceux qui sont ici à Kinshasa mais aussi ailleurs. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, que l'émission aura un caractère pédagogique, pourquoi pas républicain, pour nous pousser, madame, à bien réfléchir sur le Congo que nous aimons tous. Merci beaucoup. Il est question du Congo, notre pays à nous, donc il n'y aura pas de complaisance, messieurs et dames. Alors, je rappelle que l'émission est bilingue, vous le savez, tout Congolais, de partout où il se trouve, il doit se retrouver, que ce soit ici à Kinshasa, tout comme ailleurs. Voilà pourquoi votre magazine a toujours été un magazine en bilingue. On va parler en français, on va parler en lingala. Question que vos désidératas rencontrent de solutions. Alors, Maître Jacob Mbangi, sans plus tarder, nous allons parler du parti écolo. Récemment, il vient d'y avoir une formation de membres, de cadres, j'ose croire. C'était quoi l'objectif ici? D'abord, un mot pour les partis politiques écolo. Le parti politique écolo est né récemment. C'est un nouveau parti politique qui veut changer les débats, comme nous avons toujours l'habitude de dire. C'est un parti qui veut changer les paradigmes, changer la manière de voir. Comme le dit son nom, écolo veut dire Mboka, veut dire pays. Ce qui nous intéresse ici, c'est la nation. Ce qui nous intéresse ici, c'est la défense, n'est-ce pas, des valeurs nationales, des valeurs démocratiques. Et
le président national, le président Chris Mukendi, a voulu, n'est-ce pas, mettre la jeunesse au centre des décisions politiques. Et c'est important, n'est-ce pas, de mettre en place cette plateforme, ces partis politiques pour nous permettre à réfléchir et pourquoi pas, n'est-ce pas, penser comment on peut aujourd'hui réfléchir sur les problématiques, n'est-ce pas, qui gangrènent notre pays, qui gangrènent la République démocratique du Congo. Comme tout parti politique, les partis politiques écolo est né des frustrations. Des frustrations. Justement. Parce que, comme vous le savez, madame, au XVIIe siècle, parce que c'est ça même l'avènement des partis politiques, nous avons d'un côté les ouvriers, n'est-ce pas, qui formeront par la suite l'idéologie socialiste, et de l'autre côté, il y a eu des maîtres, n'est-ce pas, et qui, d'après, créeront ce que nous appelons les républicains. Mais nous, comme je l'ai dit à l'entame, n'est-ce pas, de mon intervention, que les partis politiques écolos est né des frustrations. Alors, la frustration ici, c'est que nous sommes en face des antivaleurs qui gangrènent, c'est les fonctionnements de l'État, des antivaleurs qui gangrènent, n'est-ce pas, la société. Et on s'est dit, il est temps aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous puissions éradiquer cela. Il est temps aujourd'hui que nous puissions s'élever, c'est ce que j'appelle les nous debout, pour, n'est-ce pas, barrer la route à toutes ces antivaleurs. Et entre autres, les népotismes, les tribalismes, la corruption, l'injustice sociale, je dis les clientélismes, les népotismes. Alors les partis politiques écolos est venu, n'est-ce pas, pour éradiquer cela. Et comme je l'ai dit, que la frustration crée l'idéologie. Et nous, notre idéologie, n'est-ce pas, madame, c'est du côté politique, c'est la démocratie, du côté économique, le libéralisme, du côté philosophique, c'est l'humanisme. Donc voilà, en quelques mots, ce qui serait, n'est-ce pas, notre plateforme politique écolo. Alors vous avez souligné aussi l'aspect important, c'est l'aspect des formations, parce que au sein du parti politique écolo, l'on a voulu mettre cela en exergue, parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, parler de la politique sans une formation préalable. Alors c'était important pour nous ici avec, n'est-ce pas, l'accompagnement du président national Chris Mukendi, de mettre en place une formation des cadres que nous avons dénommée l'endoctrinement et l'immersion, n'est-ce pas, des militants en vue de comprendre comment l'État fonctionne. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un parti politique si vous ne maîtrisez pas la fonction de l'État. Vous ne pouvez pas parler d'un parti politique lorsque vous ne savez pas comment l'État fonctionne. Alors c'était important pour nous, madame, de mettre en place cette formation, ces cadres, n'est-ce pas, propices pour permettre à nos cadres de comprendre, n'est-ce pas, qu'entendre par un parti politique, qu'entendre par l'État, qu'entendre par l'idéologie, c'est-à-dire toutes ces notions qui sont importantes, n'est-ce pas, afin de les faciliter, n'est-ce pas, à bien œuvrer, parce que vous savez, les buts ultimes d'un parti politique, c'est de conquérir et de les axer au plus longtemps possible. Alors, nous, on a voulu aussi que nos cadres nous puissent déjà, n'est-ce pas, entrer en musique avec la gestion de l'État pour éviter, n'est-ce pas, une fois au pouvoir, de tomber dans des isanies, de tomber dans les embrouillamini qui, du reste, n'avanceront pas les pays. Alors, est-ce que c'est la toute première formation qui a été organisée depuis la création de ce parti? Non, non, ce n'est pas la première formation. Déjà, dès la création du parti, il y a eu une formation, n'est-ce pas, appropriée, qu'on a dit mettre, n'est-ce pas, à la place publique, et cela a aidé, n'est-ce pas, nos communicateurs, parce que l'on a voulu d'abord former nos communicateurs, parce que ce sont eux qui vendent, n'est-ce pas, au quotidien l'image du parti. Alors, l'on n'a pas voulu avoir des communicateurs dialolistes, des communicateurs où nous avons cette habitude-là de dire des communicalars. C'est-à-dire des communicateurs qui passent à la télé, défendent des choses qui n'ont pas, n'est-ce pas, les goûts, même l'essence d'être défendus, ou de défendre des personnes. Parce que nous, comme je l'ai dit, Écolo est là pour défendre des valeurs. Et ici, des valeurs, madame, des valeurs républicaines.
C'est-à-dire, je serais très mal à l'aise lorsque, par exemple, je verrais un de nos communicateurs en train de défendre une personne qui a volé l'argent de l'État. Alors, peu importe son appartenance politique. Son appartenance politique. Parce que l'antivaleur reste l'antivaleur. Même si cela émanait, n'est-ce pas, d'une personnalité en cravate, d'une personnalité chronique, si elle tombe, n'est-ce pas, dans les coups de la corruption, nous allons dénoncer. Parce que nous, on ne fait pas des choses par complaisance, madame. Vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas, à la jeunesse de l'émission, pour dire que l'émission sera sa complaisance. Donc, c'était important pour nous de mettre en place cette formation de nos communicateurs. Et aujourd'hui, c'est là à payer. Il suffit de voir, par exemple, M. Dan Kapiamba. Il suffit de voir aujourd'hui Jean-Ville Moukouna. Il suffit de voir aujourd'hui Ephraim. Il suffit... Donc, ce sont des personnes qui font la fierté. Justement, voyez nos communicateurs de la manière dont ils communiquent. Vous allez vous rendre compte que non, il y a un travail qui a été fait en amont. Et grâce, n'est-ce pas, à l'initiateur du parti politique, le président Chris Mouken, d'ailleurs, lui aussi c'est un très bon communicateur, parce que lorsqu'il communique, vous sentez... Alors on va parler de vous-même également. Bon, moi je peux pas faire l'autocritique, mais sinon, vous voyez, si cela, n'est-ce pas, raconte vos aspirations ou les aspirations de ceux qui nous suivent, gloire à Dieu. Très bien. Alors, Maître Jacob Mbagui, comment est-ce que Ekolo aujourd'hui peut contribuer à l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que parmi les partis politiques qui sont déjà implantés ici en RDC, on pourrait dire que voilà, plutôt que de créer un autre parti, vous pouvez juste faire des adhésions dans d'autres, mais c'est parce que vous avez voulu imprégner votre vision à vous, c'est parce que vous avez voulu faire les choses autrement, d'une autre façon, que vous avez mis en place Ekolo, vous l'avez vous-même dit, un parti de frustration qui donne naissance à une idéologie. Donc, au regard de tout ça, comment est-ce qu'aujourd'hui un Congolais qui te suit à partir de chez lui peut se dire que voilà, ça c'est un parti auquel je peux adhérer, et ça c'est un parti qui a réellement une vision de faire développer notre pays, la RDC? Déjà, et non un parti qui vise d'abord les intérêts de ses membres pour le partage du gâteau et autres. Très bonne question, mais déjà avant que je réponde à cette question, laisse-moi éradiquer quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Le parti Ekolo n'est pas un parti de frustration. Je n'ai pas dit ça. Je dis que tout parti politique est né d'une frustration. Il y a une nuance à faire, madame. Donc, il ne faut pas nous faire tomber dans l'amphibologie. Alors, je rentre à votre question. Quel est l'apport, n'est-ce pas, d'un parti politique dans une société? D'abord, d'une manière générale, l'apport d'un parti politique dans la société et l'apport, cette fois-ci, du parti politique Ekolo, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Est-ce c'est un parti de plus ou un parti de moins? Pourquoi pas, n'est-ce pas, avec ce que nous avons comme vision, adhérer dans un parti qui existe déjà? Non, par rapport à cette question, madame, comme je vous ai dit, que les frustrations, n'est-ce pas, qui accompagne ou qui concourt avec la naissance d'un parti politique, elle est intrinsèque. Là, nous devons savoir cela. Nous avons nos frustrations à nous, qui sont inhérentes, n'est-ce pas, à notre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, s'il faut, n'est-ce pas, comme vous venez de dire tout à l'heure, imprégner cela à la société, cela doit impérativement passer, madame, par l'appropriation, je dirais, générale. Alors, nous ne pouvons pas aujourd'hui aller, par exemple, adhérer dans un parti politique, parce que ça sera très difficile pour nous de vendre, n'est-ce pas, ce que nous pensons être l'idéal. Et aujourd'hui, l'idéal, c'est quoi, madame? L'idéal, c'est de mettre en place un cadre de réflexion. L'idéal aujourd'hui, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, des hommes, des personnes capables de réfléchir sur l'avancement du Congo. Et c'est ça, Ekolo. Je vais vous dire une chose. Vous savez, en philosophie, on met beaucoup plus accent sur, à ce qui concerne les acteurs qui accompagnent l'État, ou si vous voulez, les partenaires de l'État. Nous avons l'école, nous avons
l'Église, nous avons les organisations. Alors, s'il faut se poser la question aujourd'hui si les systèmes éducatifs de notre pays, est-ce que cela, n'est-ce pas, raconte les soucis ou les préoccupations, n'est-ce pas, que l'État pouvait tirer des dividendes, n'est-ce pas, par rapport à la qualité du système éducatif. Si nous posons la question par rapport au niveau de l'Église, est-ce qu'aujourd'hui nos églises accompagnent effectivement l'État? Si nous partons maintenant cette fois-là dans les associations, parce qu'ici je prends les associations in globo, il y a d'un côté les associations sans but lucratif, de l'autre côté nous avons des partis politiques qui ont un objectif aussi contraire, n'est-ce pas, à celui des associations sans but lucratif. Donc c'est pour vous dire tout simplement, madame, que ce que nous avons comme des réformes, ce que nous avons comme la manière de faire les choses, ça sera carrément impossible aujourd'hui que Ekolo ou la vision d'Ekolo puisse s'adhérer dans une autre vision. Parce qu'une vision dans une vision, c'est une rébellion. Donc vous pensez que vous ferez mieux que d'autres, que ceux qui sont déjà là? Madame, je n'ai pas la prétention ici, n'est-ce pas, d'avoir un avis grandiloquence. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Ekolo veut faire sa part. Ekolo veut présenter, n'est-ce pas, ses désirata. Ekolo veut présenter, je dirais, sa manière de faire les choses, sa vision. Mais après, c'est aux Congolais de nous juger. Mais aujourd'hui, quand vous voyez par exemple la manière dont nous faisons les choses, vous étiez là, vous nous avez félicité. Il y a des Congolais qui nous félicitent. Alors pourquoi pas avancer? Pourquoi pas se dire, écoutez, puisque nous sommes dans la bonne voie, avançons. Parce que madame, l'essentiel dans un parcours, je l'ai toujours dit, l'essentiel dans un parcours, c'est d'être dans la bonne direction. Et nous estimons aujourd'hui que nous sommes dans une bonne direction et laissez-nous. Nous ne venons pas, n'est-ce pas, mettre à mal ce qui existe déjà. Non, nous voulons faire aussi, ou faire notre apport, si vous voulez. Parce que le Congo est tellement grand, nous sommes dans les 2 345 km². Allez-y comprendre que chacun a sa part à faire dans ce Congo. Donc c'est ce que je peux... Et donc le parti politique, vous n'avez pas que vous ne vous limiterez pas qu'à Kinshasa, il faudrait bien sûr vous implanter partout. Mais madame, comment voulez-vous que nous soyons qu'à Kinshasa alors que nous avons une aspiration nationale, pourquoi pas internationale? Au jour d'aujourd'hui, par exemple, les partis politiques écolos, et en France, il y a une fédération française, il y a une fédération ici à Brazzaville, il y a une fédération au niveau de la Suisse. Mais j'y viens madame. Oui. Il y a une fédération, n'est-ce pas, en Suède, il y a une fédération aux États-Unis. Mais aussi, sur le plan national, nous avons une fédération à Ituri. Là où il y a des guerres, nous avons une fédération. Nous avons une fédération à Kwilu. À Kinshasa, ici, nous avons 5 fédérations. Nous avons une fédération à l'Équateur, nous avons une fédération au niveau de l'Olaba. Allez-y comprendre que l'implantation s'est faite progressivement, n'est-ce pas? Et surtout, en suivant les attentes, en suivant ce que la population nous demande de le faire. Et rassurez-vous, madame, que dans 2-3 ans, nous allons conquérir effectivement les pouvoirs. Et donc, il y a, parce que parler de la population, il y a de ceux qui disent qu'ils auraient aussi voulu avoir avec des visions telles que vous les présentez là, écolo, un parti de l'opposition par exemple. Pourquoi le choix justement de soutenir la vision du chef de l'État? Non, madame, écoutez, un parti de l'opposition, un parti de la majorité, pour nous, c'est pas ça, ce qui est important. Parce que, et ceux qui sont au niveau de la majorité, et ceux qui sont à l'opposition, habitent le Congo. Alors, les soucis que nous avons aujourd'hui, madame, c'est de réfléchir comment nous allons développer effectivement ces pays. Il suffit d'être en Europe, madame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres. Il y a aussi des pauvres en Europe. Mais essayez un peu de regarder l'écart qui est entre ceux qui vivent, bon, je ne dirais pas en Afrique, ceux qui vivent ici au Congo et ceux qui sont en Europe. Il y a quand même cette différence. Alors nous voulons, n'est-ce pas, qu'on apporte effectivement les développements. Alors, on ne veut pas aller dans la logique de Wenge.
Parce qu'aujourd'hui, faire la politique est venir, justement, et faire la politique, c'est comme entrer dans des wengesisations où d'un côté, il faut soutenir, je ne sais pas, en fait, si vous êtes des A, effectivement, il faudrait même aussi qu'il y ait un B, justement, qu'il y ait un B de l'autre côté. On ne veut pas entrer dans cette logique. Voilà pourquoi vous ne verrez pas Ekolo signer l'achat de l'Union Sacrée. On s'est dit, l'évolution, soyons courageux. Ne signons pas l'achat de l'Union Sacrée. Mais nous défendons les valeurs. Je l'ai dit ici. Ici, nous ne défendons pas les personnes. Nous défendons les valeurs. Nous défendons ce que nous trouvons, madame, être prioritaire pour les Congolais. Nous défendons, n'est-ce pas, des idées. Parce que comme l'on dit, au choc des idées, jaillit la lumière. Alors nous voulons, madame, excusez-moi pour finir, vous ne jugez pas Ekolo en termes de wengekisation. En tout cas, ces débats, nous n'entrerons pas. Jugez Ekolo par rapport à notre manière de faire. Je vous ai parlé de la vision, je vous ai parlé de la naissance, n'est-ce pas, du parti. Je vous ai tout dit. L'essentiel ici, madame, c'est de voir ce que Ekolo représente. Quel est l'apport aujourd'hui du parti politique qui est Ekolo, par exemple, à la question de l'emploi? Quelle est la réflexion d'Ekolo? Tout à l'heure, nous parlerons de la défense. Je vous dirai qu'est-ce que nous pensons Ekolo aujourd'hui. N'est-ce pas, pour des questions sécuritaires, pour des questions, n'est-ce pas, par rapport à la politique extérieure. Nous avons plutôt notre manière, parce que dans un parti politique, c'est important d'avoir, madame, une vision claire et nette. C'est ce qu'on appelle les projets des sociétés. Très bien. Et aujourd'hui, si Ekolo s'est fait solliciter, parce que vous avez dit que vous avez refusé de signer la charte de l'Union Sacrée, mais n'empêche qu'une fois que Ekolo est sollicité pour travailler ou rejoindre le régime, exercer de fonctions, Ekolo va répondre présent. Madame, nous ne sommes pas dans la logique de faire la politique des chaises vides. Donc si aujourd'hui, les partis politiques est sollicité, ici je parle des idées, les partis politiques Ekolo est sollicité parce que vous avez des très bonnes idées pour l'avancement de ces pays, alors pourquoi voulez-vous que nous ne puissions pas développer les pays? Parce que le parti, c'est un parti rempli de valeurs, donc vous ne direz pas oui exactement à tout. Il faudrait d'abord voir des valeurs et après répondre présent, question de voir d'abord si là où vous êtes sollicité, effectivement ça cadre avec votre vision, avec votre façon de faire. Mais madame, la meilleure manière de chasser les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Nous Ekolo, nous sommes, mais attention, en tout cas avec modestie, avec modestie, nous sommes du côté de la lumière. Avec modestie. Alors, mais si aujourd'hui, on dit Ekolo, venez avec votre lumière pour chasser, n'est-ce pas, les ténèbres. Peut vous contaminer également. Non, madame, jamais, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu les ténèbres contaminer la lumière. Parce que la lumière a toujours, n'est-ce pas, de l'ascension. La lumière prime toujours. Et cela est bibliquement prouvé. À moins que l'émission soit transformée à une émission de l'église, et vous verrez que nous allons ouvrir des versets bibliques ici, madame. Ne ferme pas ses portes restent ouvertes. Madame, notre porte est ouverte, comme vous venez de le dire. Nous sommes prêts à apporter notre lumière, nous sommes prêts à apporter notre expertise, n'est-ce pas, pour l'avancement du Congo. Parce qu'ici, Ekolo ne veut pas travailler pour quelqu'un, on veut travailler pour le Congo. C'est ça l'essentiel. S'il faut travailler pour le Congo, on est prêt. Après, dire comme quoi que les partis politiques naissent parce qu'il s'agit du partage de gâteaux. Regarde notre constitution qui accorde quand même, on va dire, des places de choix pour les présidents de partis politiques, quand il faut parler des concertations, quand il faut parler de rencontres, quand il faut parler de toutes ces choses. Voilà pourquoi l'idée première maintenant pour la jeunesse congolaise, c'est ils pensent d'abord à la création d'un parti politique parce que c'est le moyen, on va dire, facile pour justement arriver au pouvoir. Vous venez de faire une analyse que moi j'embrasse suavement. Vous savez, si vous lisez notre constitution, à ce qui concerne les moyens pour accéder au pouvoir,
les moyens démocratiques, j'insiste, pour accéder au pouvoir, il y a des élections. C'est-à-dire, si un parti politique veut accéder au pouvoir, ce dernier est appelé à s'organiser à l'interne pour conquérir le pouvoir par les voies, n'est-ce pas, électorales. Mais seulement, aux côtés des élections, nous, le peuple congolais, ou le système politique congolais, a mis en place des moyens pour accéder au pouvoir. Les élections, je l'ai dit, mais aussi le dialogue. Et c'est ces moyens-là qui favorisent beaucoup plus des partis que je dirais qui ne veulent pas s'organiser, qui ne veulent pas entrer, n'est-ce pas, dans la guerre ou dans les combats électoraux. Et vous verrez, à tout prix, ces partis cherchent mordicus à faire quoi? À accéder au pouvoir par les moyens de dialogue. Et vous verrez, par exemple, s'il y a une situation qui se présente, au lieu de réfléchir comment trouver une solution idoine, et il se recourt à faire quoi? À faire les dialogues. Je vais vous donner un exemple. Bon, je sais que j'anticipe Pépé. Le 30 juin, j'ai suivi les dialogues, plutôt les discours du président de la République. J'ai suivi les discours de Martin Fayulu, j'ai suivi les discours de Moïse Katumbi. Je crois d'autres aussi, j'en passe. Mais il suffit de faire une analyse, n'est-ce pas, par rapport à ces discours-là. Vous verrez de l'autre côté, le président appelé, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Mais de l'autre côté, lorsqu'on parle de la cohésion nationale, et il pense que le président veut qu'on puisse aller dans les dialogues. Partage de poste. Or, la finalité de tout dialogue, lorsqu'il y a un dialogue politique, et cela ne commence pas aujourd'hui, madame, cela commence depuis 1960, parce qu'il y a eu deux tables rondes. Il y a eu la table ronde politique qui nous a donné l'indépendance, et la table ronde économique qui devrait se faire à Lubumbashi. Et à l'issue de cette table ronde économique, madame, l'idée était de mettre en place un modèle original économique pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais personne ne s'y présentait, madame, personne n'était là pour assister à la table ronde économique. Maintenant, tout le monde voulait assister à la table ronde politique. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'à la fin, il y aurait partage du gâteau. Et c'est cette manière de faire qui est restée, n'est-ce pas, je sais pas, dans la philosophie de l'homme politique congolais. Parce que lorsque le président de la République adressera, par exemple, un discours, n'est-ce pas, pour la nation, et il dira, écoutez, venez, nous allons parler, mes frères de l'opposition, bon, la cohésion nationale, l'unité nationale, comme vous voulez. La finalité serait quoi? D'amener tout le monde au partage des gâteaux. Et c'est pourquoi nous disons que depuis lors, il y a ces deux manières d'accéder au pouvoir. L'une est constitutionnelle, l'autre, je vous laisse analyser la suite. Parce que l'objectif de Écolo et autres, c'est vrai que vous avez parlé de mode d'accession au pouvoir, mais maître Jacob, vous y aussi reproché dans le vous, je vois des partis politiques en fait, que on dit que là présentement en RDC, la chose qui tue ces pays, c'est la création, on va parler de prolifération de plusieurs partis politiques. C'est vrai, vous venez de donner l'idéologie du vôtre, également la mission, la vision et tout ça, mais est-ce que vous pensez que la seule façon de développer ces pays ou de mener le Congo à son émergence, il faut nécessairement passer par un parti politique ou pas nécessairement la mise en place d'un parti politique? Poser cette question, madame, cela me pousse à réfléchir qu'il y a quand même une manière antagoniste entre nous deux de voir qu'entendre pas un parti politique. On prend le cas de notre... Je vous ai dit que les partis politiques, en fait, l'État a ses partenaires. Ces partenaires peuvent émaner, comme je l'ai dit, de l'Église,
de l'école, l'éducation et des associations. En fait, ma question, c'est que nous en avons déjà beaucoup. Non, écoutez, mais madame, c'est constitutionnel. Bien sûr, comment voulez-vous pas. Comment voulez-vous Déjà qu'avec tout ça, on n'arrive vraiment pas, les pays peinent encore à décoller. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez marché pour voir si ces partis fonctionnent? C'est ça aussi le problème. Allez-y, n'est-ce pas, au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Parce qu'il y a des rapports de fonctionnement des partis politiques, n'est-ce pas, qui sont transmis au niveau du secrétariat général. Mais allez-y poser la question. Est-ce que ces rapports fonctionnent? Voilà pourquoi je suis en train de vous dire ici qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, vous avez raison, nous tous, nous les remarquons, qu'il y a plusieurs, ou l'existence, si vous voulez, de plusieurs partis politiques. Mais est-ce que ces partis fonctionnent effectivement? Parce que je vais vous dire une chose, qu'au lendemain des élections, il y a eu des partis politiques qui se sont créés. Justement. Parce que ces partis ont été créés pour un seul but. Faire quoi? Étendre sa circuit électoral pour que les leaders, parce qu'il y avait même des partis politiques parrainés par des leaders, vous verrez, lui-même les présidents, justement, lui-même les présidents d'un parti politique, il crée un autre parti, il met sa femme, il crée un autre parti, il met sous-maman, il crée un parti, il met tout le reste. Et il a le contrôle total de ces partis. Pour quelle finalité? Il sait qu'à l'issue, n'est-ce pas, des élections, moi, et à la fin, il a 4-5 députés, et il réclame. Maintenant, c'est pas d'abord le pays. D'où est venu ce que nous appelons les mosaïques? Quel est le contenu? Quel est le but visé? Quelle est la ratio legis? Quel est le modus operandi? Parce que nous appelons mosaïque. Mais vous avez déjà votre parti. Mais vous verrez, autondité, au lieu autondité, mais vous voulez encore en faire d'autres. Là, je suis d'accord. Voilà pourquoi nous disons par rapport à cela, il faudrait, n'est-ce pas, madame, qu'il y ait une loi pour recadrer ou limiter, effectivement. Parce que la Constitution est claire quant à ça. La Constitution est fumée librèche. C'est-à-dire, on peut avoir le nombre de partis politiques que nous voulons. Oui, c'est bien. Mais il faudrait, n'est-ce pas, que pendant l'applicabilité, n'est-ce pas, que nous ayons quand même des mesures d'encadrement, des mesures, n'est-ce pas, de protection pour éviter justement ce que vous venez d'en parler. Parce que ici, sur le terrain, il y a des partis qui ne fonctionnent même pas. On va dire il y a des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Ouais, il y a des partis politiques qui ont des leaders, n'est-ce pas, qui ne sont pas ou qui n'ont pas l'ambition et qui ne sont pas ambitieux. Mais vous verrez les partis politiques écolos naître, puisque les gens en ont marre. Écoutez, parti Botami Souyasika, parce qu'il y a, je ne sais pas moi, 10 000 partis. Non, il y a 10 000, mais il faut se poser la question par rapport, n'est-ce pas, aux fonctionnalités. C'est ce qui est important. Très bien, c'est ce qui est important. Alors, messieurs, dames, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous suivez justement votre magazine CML chez vous. Nous avons reçu pour vous, je le rappelle une fois de plus, Maître Jacob Mbangui. Il est secrétaire général du parti politique écolo. Avec lui, nous entamons notre seconde thématique. Et oui, justement, nous allons parler de défis sécuritaires en RDC avec la clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. La première ministre a fait savoir que les FARDC, qu'il y a une montée en puissance des FARDC. Alors la question qu'on se pose avec cette énième assurance, est-ce que les Congolais peuvent vraiment être rassurés qu'avec cette énième montée en puissance des FARDC, la question de l'insécurité trouvera justement de solution? On n'en parlera plus dans les jours à venir. Est-ce que il faudrait justement se limiter à ça, à cette montée en puissance, ou il faudrait penser à d'autres stratégies? Maître Jacob, je reviens vers vous. Que pensez-vous tout d'abord de la montée en puissance de FARDC, comme le disent les autorités?
Merci beaucoup pour votre question. Une question très importante parce que, comme je vous ai dit, madame, ce qui se passe à l'Est ne vise pas le président de la République. Là, nous devons vraiment tenir cela. Ce qui se passe à l'Est vise la République, vise les Congolais, vise l'intégrité territoriale. Parce que, madame, l'intégrité territoriale fait partie de la souveraineté d'un État. La souveraineté est analysée sous des aspects. L'aspect international, la souveraineté, n'est-ce pas, est comprise comme étant l'indépendance ou la capacité qu'a un État de conclure ou de créer des relations diplomatiques avec d'autres, ce qu'on appelle la reconnaissance internationale. Et sur le plan interne, la souveraineté est comprise, madame, comme étant l'intégrité territoriale. Et si notre intégrité territoriale est menacée, nous sommes dans l'obligation, parce que c'est constitutionnel, article 64, nous sommes dans l'obligation de nous mettre ensemble pour défendre cela. Rien qu'avec ça, madame, tout Congolais aujourd'hui doit être conscient de ce qui se passe à l'est de notre pays. Tout Congolais doit s'élever. Mais fort malheureusement, dans la réalité, ce que nous voyons, ça nous fait peur. Moi, personnellement, ça me chagrine. Pendant que nous sommes dans une véhémence distractionnelle incommensurable. Tout à l'heure, au RIP Angelo. Angelo la débrouille. RIP. Et vous voyez des personnes, des grandes personnes, des papas, des mamans qui sont dans cette véhémence distractionnelle. Mais personne ne se soucie de l'Est. Mais comment nous allons éradiquer cette situation? Parce qu'ici, avant de parler de l'armée, il faudrait d'abord nous-mêmes, Congolais, soyons conscients. Mais si nous ne le sommes pas, vous pensez que le Congolais ne sont pas encore conscients du problème? Madame, il y a une sorte de légèreté qui s'observe. Une légèreté incommensurable dans les chefs des Congolais. Et souvent, moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Je me pose la question. À un moment donné, parce que nous avons aussi des contacts, je vous ai dit, il y a la Fédération de l'Ituri. Nous avons des contacts, n'est-ce pas, avec nos frères congolais qui souffrent directement, n'est-ce pas, des conséquences de cette guerre. Bon, les débats aujourd'hui, il y a guerre, il n'y a pas guerre, parce que d'autres disent, bon écoutez, il n'y a pas guerre, il y a ceci. Et, madame, en droit international humanitaire, l'agression est une guerre. Je vous réponds directement. Il ne faudrait pas attendre que quelqu'un... En droit international humanitaire, l'agression est une guerre. Cependant, sur le plan constitutionnel, la guerre est déclarative. Parce qu'une fois la guerre est déclarée, nous serons dans un régime sui generis. Plutôt un régime sui generis, un régime particulier. Alors, je n'entrerai pas vraiment dans tout ça. J'étais en train de dire... vous faites comprendre quand même qu'il s'agit déjà d'une guerre. Il s'agit d'une guerre. Parce que même la défense de l'intégrité territoriale, qui se fait par nos vaillants militaires à l'est du pays, font partie de la guerre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut dire à ça. Parce que être sous un régime de guerre et être dans la guerre, en tout cas, ce sont des deux notions émertiquement différentes. Ok, donc je vais quand même ouvrir cette parenthèse. C'est vrai que il est revenu sur ce qu'il a dit, Koffi Olomide, mais il n'avait pas du tout raison de dire que les RDC s'est fait taper parce que c'est déjà une guerre. Donc du moment où les FARDC se défendent d'une certaine façon. J'ai beaucoup de respect pour M. Koffi Olomide, mais je pense à mon sens qu'il est parti vite en besogne. Il est parti vite en besogne. Pourquoi? Parce que il aurait dit, par exemple, c'est limité
à dire tout simplement que sur le plan constitutionnel, excusez pour la tautologie, sur le plan constitutionnel, la RDC n'est pas à guerre. Je suis d'accord avec lui. Parce que pour qu'on parle de la guerre en République démocratique du Congo, il faudrait, conformément à l'article 83 et 143 de la Constitution, que les présidents de la République suivent, n'est-ce pas, une procédure préalable. Et cette procédure est constitutionnelle. Et après l'observance de cette procédure, le président va cette fois-là déclarer la guerre. Okay. Et après la déclaration de la guerre, nous serons sous un régime où on appelle ça effectivement l'état de guerre. C'est-à-dire l'état de guerre sera décrété. Et si l'état de guerre est décrété, les droits des Congolais, la manière de faire, même le fonctionnement du budget, parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'effort de guerre. Ouais. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse doter, j'ai dit doter, n'est-ce pas, les militaires, dans un effort de guerre, ou peut-être en connaissant les Congolais qui est pro aujourd'hui au Kangaliboumou. Non, mais avec tout ce détournement, Maître Jacob Mbangi, on parle de 330 millions par-ci à gauche, finance, jeu de francophonie, tout cela, c'est pas, on va les détournements, madame, les détournements. Les détournements, c'est font, les Congolais se plaignent toujours. Les détournements, ça veut dire qu'il y a sont partis des antivaleurs. Moi, je condamnerai toujours les détournements, comme je l'ai dit. Mais il faut aussi se poser la question à un moment donné. Parce que c'est bien bon de parler de détournement. Mais il faut se poser la question, comment cela s'est fait? Parce que, madame, l'argent de l'État ne sort pas dans les res nullus. L'argent de l'État sort suivant une procédure. Ce qu'on appelle la procédure, n'est-ce pas, suivant la chaîne des dépenses. Il faut que la personne qui prend l'acte, qui prend l'engagement, écrive au niveau du ministère du budget, parce que là, il y aura l'analyse pour liquider, n'est-ce pas, cette demande-là au prorata des prévisions budgétaires qui a été répartie, n'est-ce pas, par les ministères sectoriels. Et une fois passé au niveau du ministère du budget, il faut passer maintenant au niveau du ministère des Finances par l'ordonnateur. Parce que c'est l'ordonnateur qui donne, comme je vous dis, l'ordre de tout. Oui. Et dans chaque ministère, il y a des comptables publics. Dans chaque ministère, il y a des comptables publics. Toute une chaîne. Justement, au Bakendaka, pour prendre l'argent au niveau. Parce que dans le ministère, il y a déjà des comptes. Il faut un compte bancaire, il faut un ministère. Cela veut dire, lorsque les comptables publics, accompagné ou pas du ministère, à Okende Kodé, c'est cette fois-là l'argent. Maintenant, madame, suivant toute cette chaîne, Magui et Salamakana niveau Nini. Qu'on nous dise, parce qu'il ne faut pas seulement détournement, mais détournement ou Salamakana. Comment? Qui nous explique ça? Est vraiment respecté. Si on arrive au détournement. Voilà pourquoi nous avons eu à condamner Nicolas Kazadi. Parce que la procédure de gré à gré, parce que ici nous sommes dans la notion de marché public, il y a 3 modes, n'est-ce pas, d'accession. Il y a le gré à gré, il y a l'appel d'offres, et il y a Egoya, c'était Egoya. Le gré à gré, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, madame, pour des procédures, des questions liées à secret d'État, ou ce qu'on appelle des questions stratégiques. C'est là que les marchés commencent par les marchés de gré à gré. Okay. Et il y a une possibilité d'aller dans la procédure d'urgence. Mais sous Nicolas Kazadi, l'Argentin, les caissiers de la République, l'Argentine nationale, tout était urgent. Toute procédure était urgente. Est-ce qu'il y a une main noire qui s'est cachée? C'est ça aussi le problème.
Voilà pourquoi, dans les soucis de redorer, dans les soucis de mettre à mal tout ce qui se passe, nous, écolos, on s'est dit il est temps de revoir même les exécutifs. Parce que, madame, le problème, c'est que nous avons des exécutifs. Les exécutifs bicéphales. D'un côté chapeauté par le Premier ministre, de l'autre côté par le Président de la République. Il y a des autres, souvent, et c'est concurrence. Le président Sabengi. Alors, ici, il faut qu'on revoie ça. S'il faut que le Président de la République puisse assumer, qu'il assume. Seul. Oui. S'il faut que ça soit la Première ministre, elle seule. C'est ça, madame. Et je pense, l'honorable député Kavira l'a dit. Donc, vous pensez que c'est l'une des stratégies de réduire des détournements. Mais madame, je vous dis que... Parce que quand les appels viennent de partout, c'est compliqué. Ça devient compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a des véritables ordonnateurs. Et il y a de l'autre côté des victimes. Mais Nicolas Kazadi l'a dit que si vous me laissez le temps de parler, je citerai le nom. Il avait dit ça. Donc, il est temps aujourd'hui, comme je dis, de repenser aussi cette manière de voir les choses. Est-ce c'est important aujourd'hui que nous ayons cette procédure aussi fastidieuse? Et donc, problème à détournement, on connaît les mains noires. Vous connaissez les mains noires? On connaît les mains noires. Mais il faudrait que cela puisse être éradiqué. Mais ça sera éradiqué, comment ça va cesser? Ça ne sera pas si simple que ça, du moment où les mains noires n'y sont pas connus. Justement, les accusés, ils ne sont pas là, ils sont partis. Donc, voilà pourquoi, une question qui ne sera pas résolue. Voilà pourquoi, madame, nous, on est toujours où nous sommes pour les réformes constitutionnelles. Parce que Montesquieu est en train de dire que l'État, c'est l'ensemble des règles. Et en réalité, des règles qui sont à l'État, ou en fait, des règles qui régissent l'État, doivent corroborer avec les aspirations de la population. Et quand ça souffre d'application, c'est compliqué. Vous venez vous-même vous dire. Et l'application souffre de quoi? Parce que la population ne comprend même pas. Je dirais l'intelligibilité de ces règles. Et si la population ne comprend pas, comment voulez-vous que puisse appliquer cela? Ou les organes, n'est-ce pas, qui sont habilités à appliquer, parce que normalement c'est l'exécutif. Et aujourd'hui, voyez-vous les castings de l'exécutif. Voilà pourquoi vous devez féliciter Ekolo, madame. Te diriger dans notre méthodologie, cadre nabiso, il faut bailler la notion à l'État. Parce qu'en réalité, un parti politique a ce devoir de préparer des fictifs cadres. Moi qui vous parle, je suis secrétaire général. En réalité, dans mon parti, je suis Premier ministre. Il y a des secrétaires nationaux. En réalité, des secrétaires nationaux sont des ministres. Parce que si vous voyez par exemple les secrétaires nationaux en charge de la formation et l'éducation, les secrétaires nationaux en charge du développement, les secrétaires nationaux en charge de justice et paix, tous ces secrétaires nationaux sont des ministres parce qu'ils agissent dans un secteur donné. Et pour créer l'équilibre. Et si jamais aujourd'hui, Ekolo, comme il a pouvoir, ne soyez pas étonné de voir Maître Jacob Mbang Premier ministre. Pourquoi? Parce que j'assumais déjà cette responsabilité, ou j'assume déjà cette responsabilité, alors que Nazar dans un parti politique. Aujourd'hui, par exemple, le président Chris Mukendi, ne soyez pas étonné. Mais ne soyez pas étonné qu'aujourd'hui, qu'il soit candidat à président de la République. Très bien, on va y revenir. Alors, parce qu'on parlait de la question de l'Est, maître... je reviens en tout cas, voilà. J'ai été emporté parce que vous savez, le Congo, voilà, le Congo... Comme je l'ai toujours dit au Congo, tout est urgent, tout est urgent. Alors, la question de l'Est, madame. Parce que vous parlez de la faim, et que vous disiez que les Congolais ne seront pas... Est-ce que le Congolais sera prêt à supporter la faim pour que les sommes soient envoyées au FARDC? La guerre commence par la diplomatie et se termine par la diplomatie. Je pense à mon sens que avant
que le président de la République puisse déclarer la guerre, qu'il puisse s'assurer qu'il a tout vidé, toutes les voies diplomatiques. Donc vous estimez qu'il n'a pas encore vidé toutes les voies diplomatiques? Je ne pense pas. Il faudrait encore rester sur cet angle-là de voies diplomatiques? Je ne pense pas parce que, je l'ai dit, la guerre de l'Est ne vise pas le président de la République. La guerre de l'Est vise les soucis d'ailleurs, n'est-ce pas, du Rwanda aujourd'hui, c'est de s'accaparer des notaires. Vous avez suivi les rapports du Conseil de sécurité qui charge encore l'Ouganda. En réalité, il n'y a pas que le Rwanda qui est là. Il y a l'Ouganda aussi qui est cité. Parce que l'Ouganda facilite. L'on a dit que le gouvernement ougandais, n'est-ce pas, est malléable face, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'était important aujourd'hui, au-delà du Conseil, au-delà plutôt du rapport du Conseil de sécurité, on comprend qu'il n'y a pas que le Rwanda aujourd'hui, il y a aussi l'Ouganda qui est cité. Et hormis cela, il y a la communauté internationale qui est derrière. Et en complicité, j'insiste. Parce que, madame, si vous voyez la position aujourd'hui de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à l'Est, la trêve humanitaire qui a été décrétée de 2 semaines, mais moi je trouve que une façon de nuire encore. C'est une décision qui est injuste, excusez-moi de dire ça. Oui, la trêve humanitaire fait partie du droit international humanitaire. Nous sommes d'accord parce que le droit international humanitaire a pour finalité ce qu'on appelle de réduire, n'est-ce pas, les conséquences néfastes, n'est-ce pas, qui pourront découler de la guerre. Mais comment décréter la trêve humanitaire à partir du moment où il y a Kanyabayonga qui est tombé? Or, Kanyabayonga est à 80 km de Lubero centre. Pendant que la RDC s'est préparée pour contrecarrer, parce qu'il y a eu la convocation, n'est-ce pas, de la réunion du Conseil national de sécurité par le président de la République. À partir du moment où l'on s'attendait pour contre-attaquer, c'est à ce moment-là qu'on décrète la trêve humanitaire. Mais entre-temps, les 23 vous voyez le problème. Aujourd'hui, si vous voyez la complicité de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est là aussi, madame, est criante. Par exemple, lorsque l'on prolonge la sanction. Mais cette sanction vise quoi? Sur le plan international, les M23, les Wazalendo, les RDF, tous ces mouvements sont considérés comme étant des armées irrégulières. Or, nous savons que les Wazalendo sont armées irrégulières, parce que les Wazalendo sont armés, ce sont des patriotes, ce sont des Congolais qui défendent l'intégrité du territoire. Mais curieusement, on voit les Wazalendo avec des armes. Ah, ici, on ne veut pas sanctionner directement la RDC. L'on veut traquer où les Wazalendo trouvent les armes. Mais pourquoi pas le faire dans M23? Parce qu'on sait. Qui ont des armes sophistiquées. Justement, on sait ce qui produit des armes dans M23. Et ils savent. La communauté internationale, il y a bien gros. Mais pourquoi ils font rien? Mais maître Jacob, est-ce que vous pensez que les dirigeants congolais ne sont pas au courant de la position de la communauté internationale? Parce que longtemps, on a déjà décrit leur manigance, leur façon de faire, les sanctions, très humanitaires, tout ce qu'ils ont fait. Mais à notre niveau, pourquoi est-ce que le gouvernement ne se lève pas, n'agit pas en fait, ou ne se dédouane pas tout d'abord de cette communauté question, de prendre seule les choses en main et de résoudre la question? Mais madame, c'est ça en fait la problématique de relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre dans ces concerts d'État. Ce sont des questions liées, n'est-ce pas, aux relations diplomatiques. Mais qu'est-ce que vous en voulez? Lorsque vous posez par exemple la question, l'on vous dira, écoutez,
ce n'est pas nous, le gouvernement américain, mais ce sont par exemple des multinationales qui sont derrière. Maintenant, vous voulez faire quoi? Parce que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des stratégies, ce sont des choses des Osama. Yango moni, au lieu biso sikoyo, tobi maneti ba plein char. Au lieu biso tobi maneti, tozo le l'enfance ya bakambwana, organisons-nous. Parce que ici, madame, c'est une question qui touche l'intégrité territoriale. Alors, la RDC doit s'organiser. Et voilà pourquoi c'est là où moi, personnellement, je salue la volonté du président de la République. Non, parce que lorsque, par exemple, le président de la République dit que nous n'allons pas négocier avec les M23, c'est une position louable. Parce que la pratique... Mais les conséquences... Non, mais écoutez, madame, les soucis ici, non, les soucis ici, les soucis ici, c'est d'en finir définitivement avec cette guerre. Parce que les solutions qui ont été proposées, ce sont des solutions, je dirais, yandambu. Par exemple, au Yebi place M23 Botama, tout le monde le sait, c'est un DP. Et il y avait la partie politique du CNDP. On a eu des Mwangachuchu par exemple. Il y a eu la partie militaire intégra qui l'armée. Mais le problème ici, ce n'est pas qu'on ait toujours des mêmes solutions. Parce que ces solutions-là, madame, ce sont des solutions palliatives. Ce ne sont pas des solutions idoines ou des solutions efficaces. Voilà pourquoi là où moi je suis d'accord avec le président de la République, lorsque par exemple il met en place la loi sur la programmation militaire, cela a pour finalité de nous organiser. Mais moi j'ajoute... Quel résultat jusqu'à ces jours? Mais écoutez, des réformes prennent toujours du temps, madame. Mais vous êtes d'accord, des réformes prennent du temps. Entre-temps, le jour s'avance, les mandats tendent vers sa fin. Et au final, ici, ce n'est pas un problème de mandat. C'est un problème des vies perdues. Comme vous venez de dire vous-même, des vies perdues. Mais il faut voir comment les choses s'organisent de l'autre côté. Même si des résultats ne sont pas directs, mais il y a quand même des efforts qui se font. Mais il n'y en a pas. On entend les dire parce que... Et ces efforts, madame, ont la raison d'être. Pourquoi? Pour permettre qu'il n'y ait pas une solution palliative. Mais à côté de ça, puisqu'il s'agit aussi de la question des défenses, puisqu'il s'agit de la question, madame, de nous organiser, cela touche un certain nombre de choses. Aujourd'hui, pourquoi pas dans notre pays que nous ayons un ministère de guerre? Parce que vous avez parlé. Au côté de l'école de guerre, qui est encore un ministère. Justement. L'école de guerre. Non, que nous ayons. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Parce que la défense a pour mission. Mais ça fera de trop, la défense. Non, ça ne sera pas de trop. Ça ne sera pas de trop. Que nous ayons un ministère de guerre qui aura un seul but, n'est-ce pas, madame, de se lancer dans cette politique. Parce que nous sommes dans un contexte, nous sommes un pays jalousé par nos minéraux, cela est connu, mais il faudrait aussi que nous ayons une organisation à l'interne. Alors, par exemple, la mise en place de l'école de guerre. Aujourd'hui, nous avons une agence de renseignement à côté du DEMIEP qui est, n'est-ce pas, qui joue dans l'intelligence. Pourquoi pas avoir une direction des renseignements? Parce que la direction des renseignements va analyser des questions, madame, des questions essentielles. Et nous, par exemple, avoir aussi une direction d'intelligence. Comme vous le savez, madame, la question aussi qui se pose dans Makambo Guerre, il y a aussi la question identitaire. Si aujourd'hui on posait la question, qui est congolais, qui ne l'est pas? Est-ce que nous avons des cartes d'identité? Si seulement il n'y a que le président de la République lui-même.
qui a la carte. À ce problème, on peut rajouter également le problème de la connaissance. Est-ce qu'ils ont vraiment une connaissance approfondie? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici, nous sommes en train de proposer. Il faudrait qu'on s'organise à l'interne pour se préparer à ça. Cette guerre, même si Kagame partait, ça ne se finira pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'école maternelle au Rwanda, nous, qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait aussi que nous enseignions à nos enfants, à cette classe politique, de comprendre que la guerre avec les Rwandais pose dans les terre. Alors, la terre n'est pas Rwanda, c'est Yabiso. Pour que tout défende Nasuka. Mais entre-temps, la montée en puissance des FARDC, on nous en parle, et oui, mais les territoires continuent quand même à être occupés. Bon, ici, le problème, c'est de donner le contenu de cette montée en puissance. Le contenu. Lorsque nous parlons montée en puissance, nous parlons de quoi? Des formations, ils font de preuves, il y a tout ça là. Mais c'est ça, madame. C'est mon explication à moi. C'est ça. Lorsqu'il y a l'aspect formation qui est mis en exergue, lorsqu'il y a ceci, lorsqu'il y a, par exemple, la levée de la notification préalable, lorsqu'il y a les armes... Mais pourquoi on ne sent pas ça là où la guerre sévit, au fait? Là, la question... Madame, est-ce que... Excusez-moi, je ne suis pas celui qui pose des questions. Mais si je réfléchissais, pendant que nous parlons ici, est-ce que nous savons ce qui se passe à l'Est? Vous pensez que nos militaires sont là à ne rien faire? Ils ne se laissent pas faire, pas du tout. Pas du tout, ils se laissent pas faire. Ils sont là, ils se battent, ils sont là. Mais les Congolais voudraient à ce que quand même qu'ils aient des bonnes nouvelles comme quoi on a récupéré Bunagana, on a récupéré... Mais pendant que nos vaillants militaires, à un moment donné, font des exploits, personne n'en parle. Parce que nous sommes, je vous ai dit, nous sommes dans une guerre. Si vous permettez, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement cette montée en puissance des FARDC, comme le disent les autorités? Mais je vous ai dit ici qu'il suffit de donner le contenu de ce que vous appelez montée en puissance. Le contenu ici, c'est quoi? Est-ce que monter en puissance, cela veut dire aller à l'est du pays combattre les militaires, plutôt combattre les ennemis? Est-ce que monter en puissance, cela veut dire quoi? Que nous privilégions, n'est-ce pas, le côté formation? Monter en puissance, finalement, ça veut dire quoi? Ça prend tout ça, formation, combattre. Alors, si ça prend tout ça, finir l'insécurité. Si ça prend tout ça, comme vous venez de dire, c'est qu'il y a toujours un débit à tout. Il y a toujours un débit à tout. Très bien. Donc, peut-être nous sommes à la phase expérimentale. Donc, nous... Peut-être, je dis peut-être. Nous estimons, ou nous tâtonnons, pour ne pas dire tâtonnons encore, que nous sommes à la phase... Bon, moi je ne tâtonne pas en tout cas. Moi, je suis en train de me poser cette question de savoir les contenus. Alors vous vous dites, non, il faudrait que nous vivions ou nous sentions ces réalisations sur le terrain. Alors, est-ce que sur le terrain, il n'y a rien qui se passe? Parce que s'il y avait opacité, mais je pense à mon sens que ces gens-là qui combattent notre pays, qui combattent l'intégrité territoriale, auraient déjà, n'est-ce pas, avancé jusqu'ici à Kinshasa. Mais puisqu'il y a encore cette résistance, bon, j'ai envie de dire que Topesa armée n'a plus de chance. Ok. Donc la solution aujourd'hui pour finir ce chapitre, pour boucler ces thématiques, maître, selon vous, c'est de faire confiance à nos vaillants soldats, privilégier encore la diplomatie à tout le niveau, pas que avec le... C'est vrai que le président il fait sa part, mais on a également aussi nos ambassades qui sont là. Il suffit qu'il y ait des personnes avec une connaissance approfondie pour apporter un plus en fait dans cette question. Madame, moi je suis patriote et je pense que la meilleure solution, c'est cette solution-là. Très bien.
Alors, on va prendre, déjà que nous avons largement dépassé, et donc nous allons finir avec le social du Congolais. Maître Jacob, je vous pose directement cette question. Avec les richesses nationales que nous avons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les richesses sont très mal réparties? Est-ce que le problème, c'est les institutions qui sont budgétivores? Où se situe exactement le problème? 64 ans après, on va dire que l'économie peine quand même à décoller. Mais madame, c'est là est vrai. Parce que le bien-être de la population dépend du pouvoir politique. Il y a Montesquieu qui dit que la finalité d'un pouvoir politique, c'est le bien-être de la population. Mais s'il y a cette amphibologie, s'il y a cette confusion, s'il y a cet antagonisme, si je peux exagérer, entre les sociales et les pouvoirs qui étaient mis en place, c'est qu'il y a un problème. Alors cherchons là où se trouve le problème. Est-ce que c'est un problème de leadership? J'ai envie de dire comme Jean-Luc Semboussa, est-ce que c'est un problème de leadership? Vous partagez un tout petit peu son avis ou c'est juste une question posée? Bon, je pense que Jean-Luc Semboussa, son excellence, a émis son avis dans les contextes purement scientifiques. Du moment où il est parmi ceux qui dirigent. Ici, on reste dans le contexte scientifique. Et madame, le contexte scientifique est différent des débats de la rue, des débats qui se font, n'est-ce pas, sous les manguiers. Moi, je suis scientifique. Je vous dis, je suis apprenant parce que j'étais là. Je suis apprenant, n'est-ce pas, à l'université de Kinshasa, au 3e cycle. J'étais là, j'assistais au débat. C'était un débat houlé, un débat que nous tous, on a aimé. Mais moi, je... propos qu'on a essayé de... comment dirais-je, combiner ou essayer de... Lorsque, madame, écoutez, en pratique, de voir... Le problème, c'est que lorsque quelqu'un donne une pensée et que vous cherchez à extirper cette pensée de son contexte, vous tombez dans les prétextes. Et c'est ça qui se fait. Parce que maintenant, nous sommes dans les prétextes. Même vous, non, mais vous avez semblé tomber, n'est-ce pas, dans ces prétextes. Et pourtant, je vous respecte beaucoup, madame. Vous êtes aussi intelligente, n'est-ce pas, que votre directeur. Mais ici, vous voulez aussi tomber dans les prétextes. C'est ce qui m'étonne, madame. Parce qu'il y a un contexte par rapport à cette pensée. Et je vais vous dire maintenant. Le contexte d'un pays. Je vais répondre maintenant à votre question. Vas-y. Il y a eu des tables rondes. Et la table ronde économique n'a jamais existé. Le Congo, nous avons ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons une économie totalement extravertie. Et cette économie, madame, souffre d'une maladie. Et la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est la corruption. La maladie, c'est la gouvernance. La maladie, toutes ces maladies, la corruption, les personnes, parce que nous tâtonnons. Qui aujourd'hui prendra le courage pour nous faire sortir? Nous avons un secteur qui produit à peu près 80% au trésor public, c'est le secteur minier. Mais à contradiction, ce secteur minier, c'est un secteur à problème. Parce que tous les maux qui gangrène la République démocratique du Congo émane de ce secteur. Maintenant, quelle est cette politique économique que nous pouvons mettre en place? Nous, par exemple, dans le cadre des colos, nous proposons que nous ayons, n'est-ce pas, la relance de l'agriculture. Mettons en place des banques agricoles pour inciter des personnes à faire de l'agriculture. Madame, aujourd'hui à Chine, la Chine est développée à quoi? Mais nous, on est là, tout le monde veut diamant, et tout, minier, et tout, minerai, et tout. Non, on peut faire de l'agriculture très tranquillement.
Et vous verrez que ça va contribuer. Je vous dis par exemple à Boteka. À Boteka, il y a eu les trucs là où on produisait à Boteka. Mais Ekoufara Bwekinda. Très bien. Et donc, il faudrait que nous puissions relancer cela à l'interne. Très bien. Il ne faut pas que nous ayons toujours cet esprit qu'il y aura d'autres personnes qui viendront. Et voilà pourquoi, pour vous dire clairement, madame, aujourd'hui, le problème de la RDC, c'est les Congolais. Il suffit, balon là Congolais, tout na RDC, sauf moi, bien entendu, parce que moi j'aime bien mon pays. Balon là Congolais, sont na RDC, bazo ba Chinois, ba ya awa. Tout le monde sera fan du coup. Une fois en Chine, nous allons envier maintenant la RDC. C'est-à-dire, nous aimons ce qui est loin, mais nous n'avons pas où, excusez-moi, nous ne voulons pas mettre en place, n'est-ce pas, les managements responsables pour développer ces beaux pays qui nous a laissé Kimbangu, Kipanvita et Lumumba. Très bien, merci beaucoup Maître Jacob Mbangi. C'était lui notre invité du jour. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. 3 sujets ont fait l'objet de nos échanges. Nous avons abordé la vision du parti politique écolo pour l'émergence de la RDC, notre beau pays. En second lieu, nous avons réfléchi sur la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Finalement, il fallait réfléchir à des stratégies pour vaincre cette incursion rwandaise. Aussi, pour finir, messieurs et dames, nous avons réfléchi sur les solutions question de relancer l'économie congolaise afin que les Congolais vivent heureux et épanouis dans leur propre pays. Maître Jacob Mbangi, merci pour vos explications. Nous avons suivi vos explications. Je vous donne 1 minute, juste 1 minute, parce que nous avons déjà largement dépassé notre timing pour votre mot de la fin. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'à chaque fois que vous allez nous appeler, nous serons là pour présenter nos idées. Je demande à tout Congolais qui veut, n'est-ce pas, nous rejoindre dans ces combats, les combats du parti écolo, de nous contacter par les numéros plus 243 97 58 79 565 plus 243 97 58 79 565. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, ou ceux qui veulent venir nous voir, nous sommes sur l'avenue Luvungi numéro 147 dans la commune de Kinshasa, référence Pacific Hotel. Luvungi 147 dans la commune de Kinshasa, référence Pacific Hotel. Vous trouverez une administration, de très belles femmes qui vont vous recevoir, et nous allons vraiment passer des très beaux moments. Alors, merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe, n'est-ce pas, des CMF13. Merci, Maître Jacob, merci à vous de nous avoir honorés également sur ce plateau. Alors, messieurs et dames, vous avez suivi les explications de Maître Jacob Mbangi. Il est secrétaire général du parti politique écolo. Avec lui, nous avons échangé durant plus d'1 heure. C'était pour le bien de notre pays. Il fallait réfléchir, il faut tout le temps réfléchir, trouver des solutions, des pistes de solutions pour sortir le Congo de l'impasse. Alors, j'ai fini en dédiant cette émission à mon père qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire à papa. Voilà, joyeux anniversaire à papa, un père spécial, formidable pour nous. Tes enfants, nous t'aimons beaucoup. Alors que Dieu t'accorde une très longue vie, vis longtemps et surtout heureux. Encore une fois, joyeux anniversaire papa Moubouadi Nzam Baudouin. Merci beaucoup. Alors c'est sur note que nous mettons un terme définitif à cette émission. Je n'oublierai pas l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci beaucoup aux réalisateurs Issa Kaz et à Raja Bougras qui était derrière le caméra. On se dit à très bientôt. Au revoir.